Alors, Madame Salamon, bonsoir. Je suis très émue et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On a un petit peu échangé déjà par ailleurs, mais moi, la première question que j'avais à vous poser, c'était de savoir pour quelle raison vous avez attendu si longtemps pour nous proposer ce témoignage. Alors, j'ai attendu si longtemps parce que d'abord ma mère, comme l'essentiel des déportés, n'a pas parlé de la déportation pendant des années. Elle a écrit quelques documents de ce qu'elle se souvenait du camp de Bergen-Belsen à la fin de sa vie, déjà. Donc j'ai eu ce témoignage. Or, ce témoignage, il n'était pas question que je le garde dans un tiroir. Donc j'ai voulu le faire connaître. Et puis j'étais psychiatre, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que j'avais la tête pleine des histoires de mes patients. Et il a fallu que je m'arrête de travailler, il y a peu de temps, pour pouvoir me consacrer à l'écriture de mon livre. Alors, j'ai lu aussi le livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle Venir après, de Danielle Laufer. C'est une fille de déportée, voilà. Et qui témoigne aussi de ce que vous avez vécu avec votre maman, et qui dit aussi que elle n'a rien su tant que sa maman était là, et qu'elle a appris après, ce qui s'était passé vraiment, quoi. Alors, dans le livre de Danielle Laufer, il y a une formule qui m'a beaucoup intéressée. Elle dit « ce passé qui n'en finit jamais de passer ». Et c'est vrai, ce passé n'en finit jamais de passer. Pour moi, il est toujours dans mon esprit. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ce qu'a vécu ma mère à Bergen-Belsen, parce que je rappelle, elle est rentrée dans la résistance en 1943. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle était sage-femme. On lui a interdit, en tant que juive, d'exercer son métier. Elle n'a plus pu travailler. Puis elle savait que les Allemands allaient arriver à Marseille. Elle avait 2 enfants, Georges, mon frère aîné, né en 31, et Maggie, ma sœur, née en 37. Elle les a mis à l'abri. Mon frère Georges, chez un abbé, dans les Basses-Alpes, et cet abbé merveilleux, il s'appelait l'abbé Ayot, il lui faisait servir la messe. Et ma sœur, Maggie, qui était toute petite, elle l'a confiée à une dame qui n'avait pas d'enfant et qui avait les moyens, et ma mère savait qu'elle serait très gâtée. Ayant mis ses enfants à l'abri, elle est rentrée dans la résistance avec un grand ami à elle qui était chef du département du Gard de la résistance, et elle est devenue agent de liaison. C'est quoi ? Elle transportait des courriers d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre. Et elle a été arrêtée en février 1944, pas par les Allemands, par la milice française. Ça, c'est terrible. Après, il y a quelques années, j'étais allé voir un avocat et je lui avais dit « Je ne peux pas attaquer la milice française ». Ils m'ont dit « Mais il n'existe plus ». Alors, la milice française, 8 jours dans une cave, sans manger, sans boire, torturée, alors qu'elle était enceinte d'1 mois. 2 mois. Elle était sage-femme, elle savait très bien, n'ayant plus ses règles, qu'elle était enceinte. Torturée par la milice, après donnée à la Gestapo, parce qu'elle était juive, et là, torturée à nouveau. Et après, envoyée à Drancy, dans le camp de Drancy, et elle est arrivée dans le camp de Bergen-Belsen, elle était enceinte de 4 mois. Donc, depuis le début de sa grossesse jusqu'à son accouchement, elle a été torturée, elle n'a pas mangé, ça a été dramatique pour elle. Surtout pour elle, qui était sage-femme et qui se souvenait des cours qu'elle avait eus dans son école de sage-femme, pardon, où on lui apprenait ce qu'on devait donner aux mères gestantes et tout ça. Voilà. Et elle a eu un grand bonheur
après 4 mois et demi de grossesse, quand elle m'a senti bouger dans son ventre. Elle a compris que j'étais vivante. Et après, elle n'a eu qu'un seul désir, c'est de me sortir vivante de ça. Elle s'est privée de tout, bien entendu. Voilà. Et c'est miraculeux. Parce que dans l'hiver 44-45, 43-44, que je dis, oui, 44-45, à Bergen-Belsen, il a fait moins 20. Bergen-Belsen, c'est au nord de l'Allemagne. Voilà. Donc, ma mère, comme les autres, elle avait été arrêtée en février, elle avait une petite robe sur elle, pas de chaussettes, rien. Je veux dire, ils ont subi des températures terribles. Il n'y avait pas d'eau à Bergen-Belsen. Il y avait un fou qui a été heureusement jugé et pendu après le procès de Nuremberg, qui avait compris qu'à Bergen-Belsen, il ne pourrait plus travailler, il n'aura plus donné à manger. Il n'y avait pas d'eau, parce qu'il a fait tellement froid, tout était gelé, et il n'y avait rien à manger. Ça a été dramatique. Et les juifs religieux qui ne mangeaient que cachère, ils sont partis les premiers, malheureusement. Voilà. Alors, je me demande vraiment comment elle a pu arriver à survivre et à mener à bout sa grossesse. On s'est sauvé la vie mutuellement. Voilà. Elle a voulu raconter sa grossesse. Mais vous savez, comme tous les déportés, je crois que la barbarie qu'ils avaient subie étant faite par des êtres humains, c'est-à-dire comme eux, ça a été terrible pour eux. Enfin, que des êtres humains fassent des choses pareilles. C'est peut-être aussi pour vous protéger qu'elle a, à sa façon, non? Protéger ses enfants aussi. Aucun déporté n'a parlé après. Ouais. Aucun. C'était indicible. Et d'ailleurs, peut-être qu'on ne les aurait pas crus. Peut-être. C'était incroyable, d'ailleurs. Voilà. Donc, quand même, elle raconte des actes d'humanité exceptionnels. Dans cet enfer où nous étions, il y a eu des gens magnifiques. Alors, Francine Christophe, qui a raconté l'histoire du petit carré de chocolat dans le film Human de Yann Arthus Bertrand, en témoigne. Voilà, c'était une mère et une fille. Francine, elle avait 11 ans, à Bergen-Belsen. Elles avaient été arrêtées, comme tous les juifs qui étaient à Bergen-Belsen. Pourquoi ? Parce que Pétain avait demandé que tous les juifs aillent s'inscrire à la mairie. Elles l'ont fait. Elles étaient depuis des générations en France. Jamais elles n'auraient cru qu'elles allaient être arrêtées. Je fais une parenthèse. Ma mère a été admirée là-bas parce qu'elle a été arrêtée comme résistante et pas parce qu'elle s'est dénoncée comme juive. Enfin bref, je referme la parenthèse. Donc Francine Christophe, la mère avait gardé un carré de chocolat. Quand ma mère s'est accouchée toute seule dans le Revire, qui était leur infirmerie, je précise que dans leur infirmerie, il n'y avait ni eau chaude, ni aucun médicament. Et il n'y avait rien, aucun soin. Enfin, ma mère s'est accouchée là, et Madame Christophe, la mère, dit à sa fille, « Tu sais, ma chérie, j'ai gardé un petit carré de chocolat pour toi, au cas où tu n'en pourrais plus. Mais Madame Salamon va accoucher cette nuit. Et tu sais, elle est tellement faible. » Ma mère pesait 30 kilos à l'époque. « Peut-être qu'elle ne va pas survivre. Peut-être que ce petit carré de chocolat lui ferait plaisir. » Et la fille a dit oui. Ça, je lui en saurai gré toute ma vie. D'ailleurs, tous les ans, à Noël, je lui envoie du chocolat. Tout le temps. C'est sûr. Bref, elles ont... Vous pesiez combien alors ? Vous pesiez combien à la naissance ? Alors, ma mère, qui était sage-femme, connaissait le poids des bébés. Elle m'a dit même pas 1,5 kg. Même pas 1,5 kg, alors que le moindre nourrisson pèse au moins 3 kilos. Voilà. Alors, les Allemands, d'abord, les Allemands n'ont pas su
qu'elle était enceinte. Elle était tellement maigre. Et même d'avoir un peu de ventre, c'était l'œdème de la famine. Tout le monde avait un gros ventre là-bas. Bref, on ne l'a pas vue, elle avait une grande robe là sur elle. Elle s'est accouchée toute seule, comme je l'ai dit, et elle m'a caché sur elle. Voilà, sa Francine l'a vue, elle le raconte. Elle m'a caché sur elle avec des bouts de tissu qu'elle avait échangés contre des bouts de pain. Et ça, c'est inouï. Je suis resté 6 mois contre elle sans jamais pleurer ni geindre seulement. 6 mois. Et je le raconte dans mon livre, le premier souvenir que j'ai eu à 3 ans, c'est après la guerre, mes parents se sont retrouvés et ils ont eu un petit bébé, Roger, mon frère, qui est né en 1947. Un jour, il était tout petit, dans son berceau, il se met à pleurer. Et j'étais outré qu'un bébé pleure. J'ai couru dans la cuisine où était ma mère, je l'ai attrapé par la jupe et je lui ai dit « Maman, bébé pleure, bébé pleure !» Et j'étais outré qu'elle ne vienne pas immédiatement le prendre dans ses bras. Donc pour moi, un bébé, ça ne devait pas pleurer. Ça ne devait pas pleurer. Mais quand même, non seulement j'avais compris qu'il ne fallait pas pleurer, sûrement, la preuve, c'est que je ne l'ai pas fait. Et ensuite, j'ai des souvenirs quand même, bien que je n'avais que... Il y a eu la grossesse de ma mère et 6 mois de vie pour moi. Je ne supporte pas d'entendre parler allemand. Pourquoi ? Parce que l'allemand, là-bas, c'était des hurlements, des aboiements de chiens, des types féroces qui parlaient, qui donnaient des ordres. Et pour moi, c'est très agressif que d'entendre parler allemand. Je n'ai qu'un ami allemand, et encore, c'est pas n'importe qui, c'est un artiste, il s'appelle Alphonse Alt, il est photographe, et c'est un Allemand qui vit à Marseille quand même, hein, qui a un atelier à la Friche de la Belle de Mai. C'est le seul Allemand que j'ai... Que vous avez pu fréquenter, voilà. Ouais. Voilà. Eh oui. Alors, c'est sûr, c'est un livre que j'ai fait à la mémoire de ma mère, c'est sûr, parce que quelle femme ça a été. Quelle femme. D'abord, son histoire inouïe. Elle était née dans un petit village en Pologne, d'un père très très religieux, comme les juifs orthodoxes qu'on voit en Israël, habillés tout en noir, qui a noté la Torah tous les jours, et toute la journée, on faisait des prières. Voilà. Et il a eu, cet homme, mon grand-père maternel, 6 filles et un garçon. Pourquoi 7 enfants ? Parce que chez les juifs religieux, ce sont les garçons qui lisent le Kaddish, la prière mortuaire à la mort d'un parent. Donc il a eu 6 filles et un fils. Et les filles n'allaient pas à l'école. Les garçons, le garçon est allé à l'école rabbinique, et les filles, il y avait une institutrice qui venait à la maison. Et ma mère le raconte, un jour, l'institutrice dit, la formation de la pluie, c'est quand il y a, le sol est chaud, il y a des formations de nuages, d'eau dans le ciel, et la pluie tombe. Et lui, mon grand-père, il est rentré dans une rage folle, et il lui a dit, mademoiselle, pas du tout, quand la pluie tombe, c'est le bon Dieu qui l'a voulu. Voilà. Donc, elle était issue de cette famille-là. Voilà. Donc, et elle a parcouru beaucoup de chemins. Quel chemin. Quel chemin. Un jour, à 14-15 ans, elle le raconte, elle n'a plus cru ni en Dieu, ni au Messie. Donc, elle n'a pas dit d'abord à son père pour pas le peiner, mais elle n'a plus été croyante. Et c'est sa première forme de résistance.
elle a résisté au père. Et quel père elle avait? Mais comment elle a pu devenir sage-femme alors? Oui, quel parcours? Oui, quel parcours. Après, ils ont migré à Varsovie. Et de Varsovie, elle est allée à l'université libre où elle a rencontré mon père, Nathan Salamon. Ils sont tombés amoureux et ils ont décidé de venir en France. Ils sont arrivés à Paris. Et après, ils sont allés, parce qu'ils voulaient être médecins, à Montpellier, où il y avait la plus grande université de médecine. Voilà. Et c'est là où elle a fait ses études de sage-femme. Il faut dire aussi, ils sont arrivés en France, ils ne parlaient pas un mot de français, ni l'un ni l'autre. Mais il n'a jamais collé une année de médecine, mon père. Ni elle, voilà. Donc ça a été des gens formidables. Et pourquoi à Marseille alors? Alors, Marseille, voilà, je vais vous le dire. Alors, il a fait toutes ses études de médecine à Montpellier. Et après, on lui a dit, vous savez, à Montpellier, il y a beaucoup de médecins et ils sont assez, comment dire, orthodoxes. Allez à Marseille, c'est une ville qui accueille beaucoup les étrangers. Et vous serez mieux à Marseille. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à moi. Ils ont été naturalisés français dans les années 30. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont venus à Marseille. Et ils ont été très heureux. Lui, il y avait foule dans la rue. Il faisait cabinet 3 après-midi par semaine. Mardi, jeudi, samedi, les gens faisaient la queue dans la rue. C'était rue de la République, non? Ah, pas du tout, non. Parce que c'est pas là que vous habitiez. 30 avenue de Saint-Just, c'était Saint-Just. au Chartreux. D'accord, oui, d'accord. Au Chartreux. Voilà. Et c'est sûr que il nous a montré un tel modèle de médecin qu'on a tous été médecins dans la famille, tous les enfants. Mais aussi pour ma mère, c'était simple. On faisait médecine. Et après, on réfléchissait à ce qu'on voulait faire dans la vie. C'était le b.a.-ba des études. On l'a tous été, médecins. Voilà. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est cet amour maternel, parce qu'on raconte souvent que les personnes qui ont vécu ce qu'elle avait vécu étaient gelées dans leurs émotions, en quelque sorte, quoi. Et là, c'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est cette relation entre vous et avec ses enfants. Et voilà, ça c'est... Par exemple, Danielle Laufer, dont vous parliez, qui a recueilli le témoignage de beaucoup d'enfants de déportés, elle raconte que pour certains enfants, leur mère était morte, comme morte, tellement elle n'avait plus d'émotion. Chez moi, ça a été le contraire. Le contraire. Moi, je me rappelle, ma mère est décédée en 1987. Même en 85, j'avais donc 41 ans. Quand j'allais la voir très fréquemment, je me mettais sur ses genoux. Et je la tenais comme ça. Bon, elle a aimé tous ses enfants. Peut-être qu'avec moi, elle a eu une relation particulière. Sûrement. Voilà. Mais c'est une femme qui m'a toujours étonné. Toujours étonné. Ça a été ma meilleure amie. Parce qu'une telle largesse d'esprit, je n'ai jamais retrouvé chez personne d'autre. Il y a un épisode que je raconte, je vais vous le raconter. Quand j'étais en 4e année de médecine, pour la première fois, je vais à l'hôpital. Et l'interne, dans un service de gastro-entérologie, a passé la matinée à m'expliquer comment palper un abdomen, où étaient les organes dans l'abdomen, la matité, la sonorité, etc. Ce jour-là, je déjeunais chez mes parents. J'arrive, ma mère m'ouvre la porte et je lui dis « Tu sais maman, je vais me laver les mains parce que j'ai passé la matinée à palper l'abdomen d'un noir. » Et du tac au tac, elle m'a dit « C'est parce que c'est un noir que tu vas te laver les mains. » Ça a toujours été comme ça. Elle était féministe. Elle défendait toujours les femmes. Les femmes.
C'est un être inouï. Alors dans le livre, vous racontez une seule colère, c'est le refus de nourriture, quand il y avait un rapport à la nourriture quand même très particulier. Ah oui, parce que ils ont toujours voulu me suralimenter. Voilà. J'ai toujours été très maigre toute mon enfance. Et encore à mon âge, je pèse le poids que j'avais à 20 ans. Pas pris 1 gramme. Enfin, passons. Enfin, je me porte bien quand même. Bon. Ah oui, alors, il voulait... Alors, après la guerre, parce que lui avait été prisonnier de guerre 5 ans. Elle, 2 ans, déportée. Après la guerre, quand ils se sont retrouvés, alors elle faisait énormément de nourriture. Tous les jours à midi, il y avait un poisson, une viande. Et je ne sais combien de trucs à côté. Enfin. Et moi, je n'avais jamais faim. Et alors, c'était des drames à table. Parce que je ne voulais rien manger. Et eux, ils voulaient absolument que je mange. Alors là, ils se mettaient en colère contre moi. Les seuls. Parce que je ne voulais pas manger. Et je raconte dans mon livre que tous les soirs, même jusqu'à 18 ans, après le repas, voilà, j'avais ma chambre au premier étage. Elle montait et elle m'apportait tous les soirs une orange coupée en 4 ou une banane ou un fruit. Et j'ai quelque chose que j'ai encadré chez moi, un mot qu'elle m'a laissé, où elle me dit, tu sais, ton frère Georges, il vient de changer de robe comme professeur. Mon frère était professeur à la faculté de médecine. Il a plus une robe noire, mais d'une autre couleur. Et il paraît que c'est formidable. Et ton frère est le plus jeune de tous. Et comme c'est à moi que tu dois d'avoir un frère comme lui, alors mange ça avant de t'endormir. Je l'ai encadré. Magnifique. C'est magnifique, hein, magnifique. Magnifique. Ouais. Et je me posais une question aussi, est-ce que vous avez eu une crise d'adolescence ou est-ce que par rapport, parce que j'ai entendu certains témoignages qui disent qu'ils s'empêchaient d'avoir des crises d'adolescence parce que pour eux, leurs parents étaient des victimes et que du coup, ils ne voulaient pas les agresser, ils voulaient les protéger et que du coup, ils n'ont pas vécu une adolescence classique. Moi, j'ai eu une crise d'adolescence, bien sûr. Pourquoi ? Parce que j'étais tellement liée à elle, elle m'avait donné son prénom de résistance, Yvonne. Pourquoi Yvonne ? C'était le prénom de Madame de Gaulle. Bon. Je suis née le 20 octobre, comme elle. Pas la même année, bien sûr, mais... Et on avait une telle fusion qu'à 16 ans, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que j'arrive à me détacher d'elle. Et là, je me suis choisi un autre prénom, Yvitch. Pourquoi Yvitch ? C'est un personnage de Sartre dans les chemins de la liberté, pour plus m'appeler Yvonne. Alors, encore aujourd'hui, tous mes amis m'appellent Yvitch, sauf ma famille, où tout le monde respecte le prénom que ma mère m'avait choisi, Yvonne. Voilà. Donc, moi, j'ai eu une crise d'adolescence. Il a fallu absolument que je me sépare d'elle. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai pas fait médecine à 18 ans ? Parce que faire médecine, ça voulait dire rester chez eux à Marseille. Et moi, j'avais envie d'aller vivre ailleurs. Je suis parti faire des études de lettres à Aix-en-Provence. Voilà. J'ai essayé de me retirer de ce... Oui, de ce cocon qui était à la fois un peu, un peu sclérosant, quoi, peut-être. Oui. Et pourquoi avoir choisi la psychiatrie, alors ? Vous pensez que ça a un rapport aussi avec votre expérience ? Et oui. Bien sûr. Et oui. Bien sûr. C'est clair, oui. Alors, j'ai fait médecine, très bien, j'ai adoré mes études de médecine, 12 ans, 8 ans de médecine, 4 ans après de psychiatrie. Et pour moi, il y avait 2 métiers en médecine, la chirurgie et la psychiatrie. Pas d'autres, hein. J'aurais jamais été ophtalmo, dermato, je sais pas quoi. Alors, chirurgie, à l'époque, quand même, avec toutes ces privations
dû à ces conditions de grossesse et ma naissance, j'ai développé une maladie chronique, un diabète. Donc, à l'époque, la diabétologie n'avait pas fait les progrès qu'elle a fait maintenant. Je ne me voyais pas 6 heures du matin dans un bloc. Si j'avais fait une hypoglycémie, donc je ne pouvais pas faire la chirurgie, il ne restait plus que la psychiatrie. Voilà, et puis j'ai adoré mon métier. Hein. Quel beau métier. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Hein. D'aider les autres, d'être en empathie avec eux. J'ai beaucoup aimé mon métier. Voilà. Et est-ce que dans ce métier-là, vous avez été confronté justement à des personnes qui étaient revenues des camps ou qui avaient des problèmes psychiatriques à cause de ça, non? Jamais. Non, vous n'avez pas jamais, eu non. Par contre, comme j'ai travaillé toujours dans les hôpitaux, d'abord à l'hôpital psychiatrique de la Timone, après la psychiatrie adulte a migré à l'hôpital Sainte-Marguerite, je suis allé à Sainte-Marguerite, et après, à 62 ans, j'ai été obligatoirement à la retraite. Donc j'ai travaillé après dans mon cabinet privé, mais tous mes patients de l'hôpital, des gros malades, m'ont suivi à mon cabinet. Je crois que j'ai été une des rares psychiatres, toute seule, à m'occuper d'aussi grands malades. Voilà. Et quand je me suis arrêté de travailler, ça a été terrible pour moi. Pour eux aussi, j'ai une patiente que je suivais depuis 30 ans. Après, on me dit, c'est pas beaucoup de résultats à 30 ans. Mais il y a des gens qu'on suit toute leur vie. Voilà, qui sont malades et ça ne se guérit pas. On évite les situations difficiles. Et elle m'a dit, mais comment? Je vous ai connu à 17 ans, j'en ai 50. Ça fait 34 ans que vous me suivez. Vous faites partie de ma vie. Et d'ailleurs, toutes les semaines, elle me souhaite un bon week-end, elle m'envoie des... Voilà, encore. Alors, ça a été très dur pour mes patients. J'ai vu des hommes âgés pleurer à chaudes larmes quand j'ai dit que je m'arrêtais. Et moi-même, je dois reconnaître que j'ai eu les larmes aux yeux fréquemment. C'est comme des ruptures amoureuses, en fait. Le lien est tellement fort que... C'est ça. Et puis leur histoire, vous la connaissez par cœur. La famille, les noms, leur devenir. Ils se sont confiés à vous comme ils ne se sont jamais confiés à personne, certainement. Ça, donc, voilà. Puis peut-être que nous, les femmes, on a plus de confidence parce que, quelque part, dans leur fantasme, on est la mère. C'est à la mère qu'on se confie quand même, plutôt qu'au père. Hein. Donc, j'ai eu beaucoup de travail. Mais bon, je ne regrette pas d'être à la retraite, parce que bon, j'ai écrit mon livre, depuis, je parle de mon livre, et puis j'habite à la campagne, j'ai des animaux, j'ai un jardin, voilà, tout va bien pour moi. Le moral est toujours très bon. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir? Oui? Alors, j'ai appris, comment dire, bon, vous avez entendu que mon père était prisonnier de guerre 5 ans. Donc, elle ne m'a pas eu avec lui. Donc, elle est restée seule 5 ans. Et elle a eu une histoire d'amour avec son chef de la résistance. Alors, quand elle est rentrée avec moi, à Marseille, elle a retrouvé son mari. Eh ben, il m'a déclaré comme étant sa fille. Voilà. Et ça s'est passé comme ça, des années et des années. C'est moi qui, toute seule, ai compris que ça ne pouvait pas être Salomon, mon géniteur. Ça a été un père merveilleux pour moi. Donc j'ai appris, c'est moi-même qui ai compris tout ça. Voilà. Puis je le raconte dans mon livre, tout ça. Voilà.
Et quel couple! Elle est rentrée avec un enfant qui n'était pas de lui. Ah ben, il m'a déclaré comme étant né à Marseille en 1945. Et ça a été après, par jugement, que ma date de naissance et mon lieu de naissance ont changé. En 1986, par des témoignages de femmes qui avaient vu ma naissance à Bergen-Belsen. Ça n'a pas été simple, du tout. Ben, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ouais. Non, il n'a jamais su, lui. Oui, mais il n'a jamais su qui c'était. On n'en a jamais parlé. Mais quel père merveilleux il a été pour moi. Le père, c'est celui qui aime, comme dit Pagnol. Et il a raison. Le père, c'est celui qui aime. Et il a été très aimant par rapport à moi. Il a participé aussi à la libération de Bergen-Belsen. Il a Oui. soigné aussi les gens en cherchant votre maman. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est extraordinaire aussi. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, quand il a été libéré, il est allé à Bergen-Belsen. Et comme il était médecin, il y avait quelques survivants là-bas. Il les a soignés. Il est resté un mois et il a fait un état des lieux de ce qu'il a trouvé là-bas, que j'ai donné au mémorial de la Shoah à Paris. Et entre-temps, votre maman, elle était déjà partie. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui. Et oui. Donc ils ne se sont pas retrouvés là-bas. Non, ils se sont retrouvés à Marseille. Et il a dû se dire qu'elle était peut-être décédée et que... Ouais, voilà. c'est ça. Monsieur. Est-ce que votre maman entretenait des relations avec d'anciens déportés? Oui. Oui. Ah oui, elle faisait partie de la FNDIRP, Fédération nationale. Oui, beaucoup. Elle s'est beaucoup occupée. Ah oui, mais elle est morte déjà il y a 34 ans. Alors, je crois, et quelle responsabilité ça me donne, que je vais être la dernière survivante de la Shoah, puisque j'ai été libérée du camp à 6 mois. Alors, quelle responsabilité. Et oui, c'est sûr. Mes parents ont toujours été des gens de gauche, hein, les deux. Et à l'époque, c'était la droite au pouvoir. Et elle votait toujours communiste. Je lui disais, mais pourquoi, maman? Elle me dit, il faut bien qu'il y ait une opposition quand même. J'ai toujours dit ça. Voilà. Rancœur, bon, elle n'est pas retournée à Bergen-Belsen. Hein. Moi, oui, j'ai beaucoup de rancœur. Et je ne mettrai jamais les pieds en Allemagne, comme je disais. Jamais. Ni j'irai à Bergen-Belsen, jamais les pieds en Allemagne. Parce que, comme je disais, c'est une agression pour moi, la langue allemande. Je ne supporte pas de l'entendre. Par contre, comme ma mère parlait polonais, russe, avec beaucoup de plaisir, j'écoute le polonais, le russe, les langues slaves. Alors. Mais ce sont ceux qui vous ont libéré aussi. Les Russes qui ont libéré. Oui, les Russes qui ont arrêté le train à Trobitz, sont les Russes. Et mon père était russe, il avait le bac russe. Et vous avez commencé à témoigner à partir de quel moment? Parce que j'ai lu aussi qu'on disait souvent aux personnes qui voulaient témoigner, mais vous n'avez pas le monopole du malheur, il n'y a pas que vous qui avez souffert. Voilà. Donc est-ce que ça, vous avez eu ce genre de réflexion? Est-ce que non? Moi je pense que c'est peut-être juste après-guerre qu'il y avait ces réactions-là, et que maintenant ça s'apaise et que les gens sont plus enclins à écouter et à témoigner, je pense. Ah oui, au mémorial de la Shoah, où j'ai parlé le 19 septembre, il y avait énormément de monde qui était venu. Aussi, il y a du monde, c'est bien. Mais bon, c'est pas l'apologie du malheur.
Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste. Je suis déjà une survivante. Je veux dire, moi, je crois au miracle. Pas religieux, mais au miracle. Pour moi, c'est toujours le verre à moitié plein. Toujours. D'ailleurs, j'aurais pas pu faire ce métier si j'avais été déprimé. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils attendaient de moi? C'est que je sois en forme, que je leur impulse mon désir de vie et tout ça. Et d'ailleurs, je pense que le moral, en fait, voir les choses du bon côté, on en hérite. J'allais vous demander justement. On en hérite. Mais bien sûr, on en hérite. Voilà, elle a cru qu'elle allait nous en sortir. Elle y est arrivée quand même, dans de telles conditions. Et je crois que j'ai hérité ça d'elle, c'est-à-dire, moi je vois toujours les choses du bon côté, tout va s'arranger. Je suis très très optimiste. Et je suis sûr d'en avoir hérité de ça. Voilà. Et est-ce qu'elle se sentait coupable d'exister, comme certaines personnes non, qui... pas du tout. Ah, ça c'est... Pas du tout. Ah oui, il y a des gens qui ont eu le... Et qui malheureusement ont fini par se suicider ou pas, parce que justement trop de culpabilité, quoi, en fait. Ah non, pas du tout. Elle était ravie. Ah ben oui. Oui. Tout à fait. Voilà. Par contre, toute sa famille, son père, sa mère, 4 de leurs enfants, donc de ses frères et sœurs, son frère et ses sœurs, sont allés dans le ghetto de Varsovie et après partis en fumée à Treblinka. Toute sa famille. Toute sa famille. Sauf 2 sœurs qui sont venues en France. Les 3 sœurs qui sont venues en France ont survécu. Mais autrement, toute la famille. Sans compter les oncles, les tantes, les cousins, cousines. Tout le monde est parti en fumée à Treblinka. Et du côté de votre papa aussi? Non. Non. Pas de son côté à lui. Mais pourquoi? Parce que il vivait de Varsovie. Non, je réfléchis. Ils ont vécu à Varsovie. Après, ils sont rentrés en Russie. Non, n'ont pas subi la Shoah. Pareil. Non, mais elle avait déjà beaucoup écrit. Et puis elle m'avait parlé aussi. Voilà. Non. En fait, tout ce qui est dans ce livre est vrai, c'est un témoignage sur sa vie, la mienne. Voilà. Peut-être que faire état de tant de barbarie chez des êtres humains, peut-être qu'à l'époque, en 1945, c'était pas pensable. D'ailleurs, il y a peu de gens le croyaient, ça, je crois. Hein. Je crois qu'ils n'ont même pas osé en parler, probablement. Elle a beaucoup souffert à la libération. Elle avait été tellement battue qu'elle souffrait énormément du dos. Mon père, qui était médecin, en 1945, il n'y avait pas d'imagerie médicale. Il l'a amenée chez des spécialistes qui disaient « Ah non, on ne trouve rien. Puis vous savez ce qu'elle a vécu. Oh, elle doit être un peu, style, dérangée. » Jusqu'au jour où un jour, il l'a amenée à Paris et un neurochirurgien a fait le diagnostic. Elle avait une tumeur de la moelle épinière. Il l'a opérée et après c'est rentré dans l'ordre. Mais pendant 3 ans, elle ne pouvait pas se coucher. Elle dormait assise. Elle a souffert énormément. Voilà. Elle fournissait... Alors, elle a fait plusieurs choses. D'abord, elle a couché des femmes juives.
dans notre maison familiale, qui était le cabinet de mon père. Elle les a couchés et elle leur fournissait des faux papiers. Je vais raconter comment les faux papiers, c'est magnifique. Oui. Alors, elle a fourni je ne sais combien de faux papiers à des personnalités juives. Comment? Je le raconte. À l'époque, dans les années 42, 43, quand quelqu'un mourait, c'était pas inscrit tout de suite. Donc, par des complicités dans des mairies, ils savaient dans la résistance qui était mort. Et ma mère immédiatement réclamait une fiche d'état civil qu'elle recevait, et avec ça, il faisait des faux papiers. Elle a fait je ne sais combien. Et elle raconte, c'est joli, un jour, 2 gendarmes sonnent à sa porte, un monsieur âgé et un jeune. Et ils lui disent, mais vous savez, la police nous a dit que la fiche d'état civil que vous avez demandée pour monsieur Untel, tout le monde savait dans son village qu'il était mort. Donc la police nous a dit que quelqu'un avait demandé sa fiche d'état civil. Et ma mère dit, ah non, enfin, elle a raconté des histoires. Ils sont revenus 2 fois. Et le gendarme, un jour, est revenu tout seul et il lui a dit, vous savez, je dois faire absolument un rapport. Qu'est-ce que je dis? Et ma mère lui a dit, il lui a fait comprendre que peut-être il était dans la résistance. Elle l'a pas cru. Elle a dit, marquez ce que vous voulez. Et quand elle a été libérée, elle a rencontré le gendarme qui a été tellement content de la voir et qui a dit, oh là là, j'avais peur que ce soit à cause de mon rapport que vous ayez été arrêté. Il lui a dit pas du tout. Donc il était très content. Donc elle a fait beaucoup pendant la résistance. Et est-ce que vous savez si elle a été dénoncée ou est-ce que c'est par hasard qu'ils l'ont arrêtée? Non, je ne crois pas qu'elle ait été dénoncée. Mais elle appartenait à un groupement de résistance qui était connu dans le Gard. Et sûrement la milice française. Voilà. Voilà. Non, elle n'a pas été dénoncée. Par contre, où elle habitait, 30 avenue de Saint-Just, à côté, la porte à côté, au 28, il y avait une épicerie. Et une fois, ma mère savait qu'il y aurait une rafle dans la nuit. Elle a demandé à l'épicière d'à côté d'aller dormir chez elle. Elle a refusé. Et après la guerre, cette dame lui a dit, vous vous rappelez quand vous êtes venu chez moi, etc. Alors que c'était pas vrai. Il lui avait refusé. Non, vous voyez, il y a tout eu. Hein. Il y a tout eu. Mais, une fois de plus, dans le camp de Bergen-Belsen, il y a eu beaucoup d'humanité, des gens magnifiques, il y a eu. Hein, alors, il y a eu l'histoire du carré de chocolat, mais pas que. J'en parle là. Une femme, je le raconte, c'est trop beau. Alors, elle, Nana Gordon, elles se sont connues à Bergen-Belsen. Alors, c'était la femme d'un banquier parisien qui habitait sur les Champs-Élysées, beaucoup d'argent. Alors, cette dame, qu'est-ce qu'elle faisait? Avec des bouts de papier, la nuit, elle se fabriquait des bigoudis. Des bigoudis. Elle avait gardé, je ne sais pas par quel miracle, un petit peu de rouge à lèvres. Et le matin, à 4 h du matin, pour l'appel, elle était impeccable. Et les appels là-bas, ça a duré des heures, hein, en plein froid. Donc, les petits bigoudis, voilà. Alors, c'est pas tout. Alors, elle s'était débrouillée pour trouver un rasoir. Elle allait dans le revire des hommes. C'était interdit de rentrer pour une femme. Les hommes là-bas, ils étaient mourants, pleins de poux. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle les rasait. Elle les rasait, le zizi, nettoyait, enlevait les poux. Et ma mère lui disait, mais quand même, Nana, c'est très dangereux ce que tu fais. Et oui, mais ils sont tellement contents de me voir que c'est ma satisfaction. Elle a fait des choses comme ça, cette femme.
Elle est sortie vivante. Hein. Ah, j'allais vous demander. Elle est sortie vivante. Exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette dame? Ah ben voilà, elle est allée après parler de sa déportation. Magnifique, je l'ai vue fréquemment. Elle habitait Paris, oui. Et voilà, il y a eu des gens exceptionnels. Exceptionnels. Ah ben pas là. Hein. Ah, non. Parce qu'il y avait un fou qui tenait Bergen-Belsen. Non. Non, non, pas du tout. C'était terrible. Mais d'ailleurs, Bergen-Belsen, c'est connu. On voit les charniers. C'est là où on voit les pelles mécaniques. Les gens mouraient comme des mouches là-bas. Ils n'avaient pas à manger, pas à boire, rien. C'était terrible. Oui, puis là, c'était la fin de la guerre aussi. Donc, ouais. Il y avait et moi, elle mâchait des bouts de rutabaga, de je ne sais pas quoi, et elle me les mettait dans la bouche. Et vous les avaliez? Ah ben oui. Voilà. Elle a eu un tout petit peu de lait par miracle. Hein. Un petit peu, oui. Et après, elle a échangé une boîte de lait en poudre contre des, je ne sais pas combien, parce qu'ils avaient par semaine un bout de pain noir. C'était magnifique ça. Un par semaine. Tous les gens le mangeaient le premier jour. Et elle a gardé ça. Elle a échangé des bouts de pain noir contre une boîte de lait en poudre. Et dans le fameux train, on est resté 14 jours sans rien à manger ni boire. Le train s'arrêtait, les vivants sortaient et ils buvaient l'eau des fossés et mangeaient des orties. 14 jours, 14 nuits. Et là, elle m'a dit, ça t'a sauvé la vie, parce qu'elle délayait un peu d'eau des fossés dans du lait, comme ça, avec le lait dans l'eau, elle me donnait à boire. Oh non, c'est des trucs incroyables. Incroyable, mais vrai. Voilà. Et quand elle est revenue avec vous, vous étiez dans quelles conditions? Vous étiez un bébé malade? Vous étiez en... Ben, une nourriture pareille, toute petite et toute fragile et toute... C'est-à-dire que comme elle était sage-femme, ça l'a... Elle a été mise tout de suite dans le revire, c'est-à-dire l'infirmerie. Et grâce à ça, elle n'allait pas aux appels. Heureusement. Voilà. Mais bon, son travail au revire, c'était de vider les bassins, parce que tout le monde avait le typhus. Et voilà, c'est tout. Et elle a rencontré Anne Frank au revire aussi? Non, pas au revire, elle était dans une couchette à côté d'elle. D'accord. J'en parle dans mon livre. Là. Et d'ailleurs, ils sont venus me filmer la télévision néerlandaise parce que, et je leur ai lu que ma mère a sûrement été la dernière à avoir parlé à Anne Frank. Ils étaient très émus parce qu'Anne Frank, pour eux, c'est très, très, très important. Elle a connu d'autres personnes, votre maman, qui soient connues, enfin, je veux dire, d'autres personnalités, plus ou moins, à l'intérieur du camp? Elle a croisé d'autres... Qui y avait... je cherche son nom. Enfin... non, elle n'a pas croisé Simone Veil, qui est arrivée à la fin. Et peut-être ma mère y était plus déjà. Elle était partie dans le train, là. Non, non. Enfin, Anne Frank, c'était déjà... Hein. Oui, c'est un symbole. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions, des témoignages, quelque chose que... Mais je pense qu'on va peut-être arrêter là. Oui, hein? Si vous voulez. Voilà. Je vous remercie beaucoup à tous.